La journée a été longue, hein. Certains sont venus, sont repartis. J'ai essayé de rester toute la journée pour écouter toutes les interventions et pouvoir essayer de faire une conclusion qui fasse à la fois une synthèse et qui en même temps parte des connaissances que j'ai sur ce sujet. C'est un sujet que je connais mal. Je crois que personne, au fond, ne connaît bien ce sujet en France. Peu de gens le connaissent ailleurs. On a eu la chance d'avoir certains, grâce à Florence, qui ont pu nous amener des informations depuis loin. Je pense tout à l'heure à notre collègue qui est intervenu par visioconférence, Mark Molesky, qui est venu du Japon. Et je vais donc partir de ces différentes interventions pour vous proposer en fait une réflexion en 2 points, avec un petit ajout. Un premier qui va être une sorte d'histoire. Hein. Au fond, moi je suis historien, et on a entendu tout un ensemble de présentations, et je trouve qu'il serait peut-être intéressant d'essayer de retenter de faire une périodisation. Faire des périodisations c'est quelque chose d'utile. Donc je vais essayer de vous proposer une périodisation qui n'est pas vraiment celle que j'avais au départ quand je suis arrivé ce matin. J'avais évidemment une idée de périodisation, mais les différentes interventions que j'ai entendues aujourd'hui m'ont amené à changer un petit peu. Et puis essayer de vous proposer une réflexion sur cette notion de multiculturalisme au Japon, dont on a parlé à de nombreuses reprises aujourd'hui. Je vois 4 grandes périodes. Après, évidemment, ce sera à discuter. Vous me direz comment vous voyez les choses au cours donc du XXe siècle, de réception, mais aussi d'interrogation, d'appropriation et de embodiment de toute cette culture afro-américaine, même si d'ailleurs ce n'est pas que la culture afro-américaine que peut-être il faut prendre en compte. La première me semble aller de 1900 jusqu'à 1930. On l'a vu un tout petit peu avec Lucien Clerc, on a eu quelques éléments. C'est essentiellement un point de vue qui vient du regard des Européens sur le monde africain ou afro-américain. C'est donc soit à travers la traduction de grands récits, romans qui ont été écrits par des occidentaux sur le monde africain ou afro-américain, la case de l'oncle Tom par exemple, Uncle's Tom Cabin, qui a été traduit très tôt et qui est connu. Donc on passe par la médiation du point de vue occidental. Ou alors, s'il y a un intérêt pour des œuvres qui ont été écrites par des afro-américains, les premiers, ça va être par exemple Up From Slavery, qui est un texte de Booker T. Washington, qui a été traduit très tôt, dès 1909, avec 6-7 rééditions. Mais là encore, le livre de Booker T. Washington, c'est un jeune afro-américain qui va se battre, sortir en effet de sa condition, et qui, et c'est le point de vue de Washington, essaye de dire qu'au fond, il faut un compromis avec les Blancs. Il faut un compromis avec les Blancs, donc au fond, il ne dérange pas fondamentalement le point de vue qui était celui des Blancs sur les Afro-Américains. Donc ça, c'est la première période. C'est le regard médiatisé par l'Europe, par les Européens. Puis on voit dans les années 30, ça c'était très intéressant ce que Lucien Clerc a mis en évidence, je dirais 2 mouvement, en fait, ça se politise. Il y a la droite et la gauche, très clairement, qui ont chacun un regard différent sur ces phénomènes, et c'est intéressant de les voir dans tous les secteurs. À l'instant, Hiromi a montré que dans la peinture aussi, on a des gens comme Noguchi, comme Ishigaki Taro, comme Noda Hideo, qui sont des gens de gauche, qui sont allés aux États-Unis ou qui ont vécu aux États-Unis et qui ont transmis quelque chose de cette voie de protestation.
Et ça a été évidemment reçu au Japon. Et Katayama Sen a été mentionné, créateur tout ça. Donc c'est dans les années 30 qu'on a quelque chose qui se met en place. Mais de la même manière, à la même époque, on a aussi une utilisation de cet héritage, de cette culture noire américaine qui est utilisée plutôt par les nationalistes. C'est quand même très intéressant de voir que le livre de Webb Du Bois a été traduit en 44, celui que Lucien Clerc présentait tout à l'heure en disant qu'il n'a été tiré qu'à 300 exemplaires, mais en 44. En 44, il n'y a pas un livre au Japon qui est publié sans l'imprimature de la propagande. On est à une époque où toute la nation est tournée vers l'effort de guerre. Donc je trouve qu'il y a une deuxième phase ici qui est très intéressante, où ça devient un sujet politique, et donc d'une certaine manière, à travers la politique, il y a un premier pas d'absorption, d'intégration dans le débat national. Le troisième temps me semble, alors je l'aurais fait commencer juste un peu plus tard, mais grâce à Mark Molesky, j'ai mieux compris qu'en fait il faut remonter un tout petit peu avant 1960-61, il faut remonter à 58, quelque chose comme ça, vraiment fin des années 50, et où on voit d'abord un boom des traductions. Ça, c'est massif, un boom des traductions. Ça a été mentionné par plusieurs d'entre vous. Les traductions de James Baldwin, de Richard White, bien sûr de Martin Luther King. Tout ça a été traduit très très tôt en japonais. Donc là, il y a un énorme travail qui est effectué. On voit la même chose dans le domaine de la photographie. Ça a été mentionné tout à l'heure par Marc Fustel, avec en particulier le nom d'Otto Matsushome, et d'ailleurs c'est vrai que de ce point de vue-là, on a des photographies par Matsushome de Yokosuka, et en particulier des soldats noirs dès la fin des années 50, donc ça correspond à ce que dit Mark Molesky. Donc on a quelque chose là qui se passe au cours des années fin 50-60, dans le domaine du cinéma aussi, c'est la même chose. Donc une troisième période qui n'est pas simplement utilisé comme un outil relativement méconnu dans un combat au fond qui ne concerne pas le monde afro-américain, mais vraiment qui se fait avec un travail d'assimilation en profondeur. Il y a vraiment des connaissances en nombre qui pénètrent la culture japonaise à cette époque. Puis il me semble qu'il y a une quatrième période qui s'ouvre, je dirais, deuxième moitié des années 70, quelque chose comme ça, et qui va durer jusqu'au 2000. Alors après, on n'en a pas parlé, quasiment de la période post-2000, donc je n'ai pas assez de recul, et puis comme historien, souvent on a du mal à voir les choses de près. Il y a une quatrième période qui est très intéressante. Alors on voit des personnages comme Ishikawa Mao, dont parlait Marc Fustel, mais c'est vrai aussi jusqu'à Amuro Namie, dont parlait Florence Duchemin tout à l'heure, à savoir des voix qui sont des voix d'abord, qui ne sont plus les élites, non pas blanches, mais mâles, tokyoïtes, urbaines, cultivées des années 60, parce que fondamentalement c'est quand même ces gens-là qui portent la découverte, la traduction, la présentation de cette culture au Japon. Ça a été bien montré par Mark Molesky lorsqu'il disait qu'il y avait tous ces écrivains, ces intellectuels, mais c'était quand même des intellectuels, c'est rarement à un niveau vraiment populaire, et puis une absence ou quasiment totale des femmes à cette époque. Alors que dans les années 80, 90, là on voit les femmes sont très présentes, on voit les minorités, les marges, les Coréens, ça a été bien vu tout à l'heure dans la présentation de Andrew, et puis bien sûr à travers ce cas de Amuro Namie. Il me semble qu'on a 4 grandes périodes, et je trouve que cette dernière période, elle est très intéressante. J'ai deux choses à ajouter. Un, je travaille moi actuellement sur un sujet qui est absolument inverse de celui-là, puisque c'est l'appropriation, la pénétration des savoirs liés au monde grec au Japon. Donc on pourrait avoir l'impression que c'est absolument inverse, mais en fait c'est tout à fait symétrique, c'est en miroir. Ça m'a du reste amené à regarder beaucoup comment, dans le monde africain en particulier,
le rapport à la Grèce s'est construit en particulier chez les auteurs panafricanistes depuis les années 50, puisque vous savez qu'il y a bien sûr une sorte de lutte pour savoir où se trouvent les origines comme ça de la culture, de la civilisation. Est-ce que c'est du côté de la Grèce? Est-ce que c'est du côté de l'Égypte? Il y a bien sûr des débats très, très importants. Bref, en regardant cette histoire-là, je me suis aperçu qu'on a une chronologie assez proche et que dans les années 70, 80, 90, tous les thèmes liés à la Grèce antique, qui avant étaient par excellence ceux de l'élite, qui étaient véhiculés par les universités dans tous les cursus, eh bien, sont absorbés dans la culture populaire et diffusés à travers les mangas, les animés, et d'où cette présence partout de personnages extrêmement synthétiques, bien sûr, sans aucune pureté, tout à fait relus et mélangés, liés au monde classique gréco-romain. Donc on a vraiment quelque chose qui est très parallèle, et on se retrouve en effet avec une vision d'un Japon qui est extraordinairement fluide, métissé, multiculturel. C'est cette idée, cette image que donne le Japon des années 80-90, à la fois tel que vous l'avez présenté, et puis tel que moi je le vois aussi à travers mon sujet ce que j'appelle le Japon grec. Un autre point concernant toujours cette même période, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un intérêt fort pour la littérature africaine à proprement parler, et non pas seulement afro-américaine. Dès les années 60, Frantz Fanon a été traduit. Alors Fanon n'est évidemment pas africain, il est martiniquais. Mais à partir de Fanon, et sachant le contenu des textes de Fanon, il y a eu comme ça un intérêt très fort pour tous les discours de décolonisation, puis postcoloniaux, et c'est un phénomène qu'on n'imagine pas quand on est en France, et où on a le sentiment que le Japon c'est à l'autre bout du monde et qu'il n'y a pas de connexion directe avec le monde africain. Or, c'est un sujet qui m'intéresse un peu en ce moment, et j'ai regardé un petit peu des chiffres. En 2013, il y avait 92 auteurs africains subsahariens, hormis le monde arabe, traduits en japonais, soit environ 220 romans et nouvelles, traduits de l'anglais, du français, exceptionnellement du portugais, exceptionnellement des langues africaines elles-mêmes. De toute façon, littérature en langue africaine qui est faible, mais c'est quand même considérable. 220, c'est pas rien du tout. Vraiment des listes importantes et souvent très rapidement. Si on prend juste le cas d'un auteur que vous connaissez peut-être, qui est Ngugi wa Thiong'o, dont l'ouvrage Decolonizing the Mind, Décoloniser l'esprit, est sorti en français en 2011. En japonais, il est sorti en 1987, sachant qu'en anglais, il est sorti en 1986. Et je vous donne d'autres exemples. Premier livre de Ngugi wa Thiong'o en japonais, 1977, un recueil de nouvelles. Grain of Heat en 1981. Donc Decolonizing the Mind en 87, Weep Not Child en 89, The River Between en 2002, A Devil on the Cross en 2013 et plusieurs entretiens. Bref, on a beaucoup plus accès à des ouvrages de Ngugi wa Thiong'o en japonais qu'en français. Donc, vous voyez, ça perturbe un petit peu les schémas, et quand on voit que c'est quelque chose qui n'est pas juste un cas exceptionnel, mais qu'on en a comme ça un certain nombre, je trouve qu'on comprend mieux à quel point le Japon a fait un effort absolument colossal de traduction. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est donc cette réflexion sur la multiculturalité effective du Japon. Vous allez au Japon, vous avez des traductions, quand vous vous rendez dans les bibliothèques japonaises, de l'allemand, de l'anglais, du français, de l'italien, puis vous trouvez tout, et du monde africain, du monde grec, du monde arabe, des Philippines, bref, il y a un effort de traduction colossal. On voit bien qu'il y a quelque chose vraiment d'un métissage dans les langues, et puis même dans la langue japonaise, puisque la langue japonaise, Moleskine le sait mieux que personne parmi nous, s'est considérablement transformée en un siècle. Et il y a un nombre de mots comme ça qui entrent des langues étrangères qui est
colossal. Donc il y a une vraie perméabilité. Puis vous vous promenez dans la ville japonaise et c'est pareil, ou même plus généralement dans le Japon, vous aurez un endroit comme ça à Shikoku, puis vous trouverez les répliques des statues de, pardon, c'est pas Shikoku, c'est à Kyushu, des répliques des statues de l'île de Pâques. Hein. Et puis vous irez dans une banlieue de Tokyo et vous trouverez des statues d'un sculpteur nigérian. Et vous irez juste à côté de Okinawa à Yoronto, qui est une toute petite île, vous vous croiriez en Grèce. Hein. Tout a été fait sur un mode grec. Donc c'est tout bleu et blanc. Bref, il y a ce côté multiculturel qui se traduit aussi dans le paysage, dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que de l'autre côté, vous avez été plusieurs à dire oui, mais le Japon, quand même, il y a cette idée très fortement ancrée qu'on a affaire à un peuple, une culture, une langue. Donc quelque chose qui est très monologique, hein, versus quelque chose qui est éclaté, qui serait quasi manifestation culturelle, transformation culturelle d'un polythéisme initial. On a cette tension, de toute évidence. Alors, j'ai envie de dire, il y a deux manières de le voir. Soit on exagère le discours disant que les Japonais croient vraiment qu'ils sont un peuple uni, avec la même origine, ayant une seule langue. Vous voyez, peut-être que nous surestimons cette idée-là. D'ailleurs, quelqu'un comme Oguma Eiji l'a déconstruite déjà depuis 15-20 ans. Est-ce que ce n'est pas qu'une petite période de l'histoire, hein? Bref, est-ce qu'on ne le surévalue pas? Est-ce qu'on ne le surévalue pas, cette représentation? Je ne suis pas certain que tant de Japonais aient ancré en eux l'idée qu'ils ne constituent qu'un seul peuple. Bref, je soumets ça à votre réflexion. Dans le même temps, il est indéniable qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal avec cette ouverture tout azimut. Et quand on regarde les intellectuels, en tout cas un certain nombre d'intellectuels du XXe siècle, on est frappé par cette mise en avant de l'hybridation, de l'ouverture de la culture japonaise. Je prends quelques exemples. Watsushi Tetsuro, dans les années 20-30, très tôt, a dit « Ce qui caractérise la culture japonaise, c'est l'absence de règles. L'absence de règles est la règle de l'art japonais. Kisoku ga nai koto wa Nihon bunka no kisoku de aru. Toyona. Quelque chose de ce genre. Le fait de ne pas avoir de règles, c'est la règle de la culture japonaise. Un peu paradoxal, hein? Ne pas avoir de règles, c'est la règle. Et un auteur de la même époque utilise un mot en allemand. C'est un néologisme, un certain Tsumi Tsuneyoshi, c'est un historien de l'art. Et il dit ce qui caractérise l'art japonais, la culture japonaise, c'est d'être sans cadre. C'est la cadréité. C'est un néologisme, il le crée en allemand, il dit Rahmenlosigkeit. Même logique. Il y a une logique. Un cadre, c'est pas cadre. Un cadre. Vous voyez, ne pas avoir de cadre, si on en fait un cadre, ça devient un cadre. Il y a une espèce de retournement comme ça, paradoxal. Vous avancez après la guerre, quelqu'un comme Kato Shuichi dit des choses assez proches. Il dit qu'au fond, l'essence de la culture japonaise, c'est ce qu'il appelle le zashubunka, c'est l'hybridité, c'est d'être marqué par l'hybridité. C'est-à-dire qu'être hybride devient une essence. Et mon collègue et ami Inaga Shigemi du Nishibunken à Kyoto dit au fond la même chose. C'est quelqu'un qui est très actif, il vient souvent en France, il sera là dans 2-3 semaines, et il dit précisément ça. La matrice de la culture japonaise, c'est une hybridité sans cadre. C'est ce qu'il dit. Donc on voit que c'est un discours qui traverse le XXe siècle chez un certain nombre d'intellectuels, souvent progressistes. Alors moi, j'y vois évidemment quelque chose d'assez paradoxal, ça c'est la première chose. J'y vois quelque chose qui est en continuité avec, comment dire, une certaine négativité que je peux rattacher au bouddhisme.
il y a une sorte de positivité qui serait une positivité occidentale et une négativité qui serait issue du bouddhisme, une sorte à la fois d'héritage linéaire mais aussi de réaction à l'Occident. C'est donc quelque chose qui, je trouve, est étonnant parce qu'on se retrouve, au fond, avec quelque chose de l'ordre de ce que j'appelle une hypostase de la non-clôture. Normalement, si on est ouvert, hein, si on refuse la clôture, hein, on est traversé par tous les vents, il y a une espèce de liberté. Or, manifestement, c'est essentialisé dans le cas du Japon. Et c'est essentialisé non seulement en rapport avec la culture locale, et en particulier le bouddhisme, si je ne me trompe pas, mais aussi essentialisé dans une réaction à l'Occident. Donc je trouve que là, il y a quelque chose qui interroge, hein, et de cette essentialisation de la non-clôture, hein, d'une part, hein, au fond, on comprend mieux, je trouve, pourquoi, si on est d'accord avec ce concept d'essentialisation de la non-clôture, hein, être multiculturel revient à être japonais. C'est-à-dire que être japonais, au sens fermé, et être multiculturel peuvent être synonymes. Ça peut être synonyme. Autrement dit, je trouve que ça explique en partie pourquoi on trouve de fait cette contradiction qu'il y a au Japon entre, d'une part, une ouverture extraordinaire au monde, en particulier par la langue, la culture et les arts, et une certaine fermeture, dont Mark Molesky est l'exception qui confirme la règle, une fermeture notamment en termes de politique liée à la nationalité ou de politique d'immigration. Les choses ont changé, mais si on regarde sur le temps long. Donc voilà, ça c'était mon deuxième point. Et puis le troisième, pour conclure, hein, c'est une réflexion, en miroir, au fond. Il y a cette ouverture très forte, hein, de la culture japonaise, on l'a dit d'une part, hein, et nous, qu'est-ce que ça nous amène, hein, cette ouverture? J'entendais tout à l'heure en introduction notre collègue parlait de la nécessité, de l'urgence de dénationaliser, de sortir des barrières nationales, de voir la culture de manière beaucoup plus transfrontalière. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important là-dedans. Et en même temps, on voit bien qu'on retrouve très très souvent des paradoxes, puisqu'on le fait au fond, essentiellement comment? En anglais, qui est non seulement une langue commune, donc qui va d'une certaine manière contredire l'idée de multiculturalisme, mais qui en plus est une culture dominante, puisque de fait, elle est dominante. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci énormément pour cette conclusion. Je me rends compte d'ailleurs que je ne vous ai même pas présenté, je pense que tout le monde vous connaît, mais alors si je retrouve ma feuille, je n'ai plus la biographie complète en tête, mais Michael Buchan est professeur à l'INALCO. Est-ce que vous avez peut-être quelques questions, vous avez envie de réagir à cette conclusion ? Alors, si... Voilà, je pense qu'il y a un petit peu de fatigue, effectivement. Il est déjà 19h, mais en tout cas, nous vous remercions tous. Je remercie déjà tous les intervenants pour leur présence et je vous remercie d'avoir été présents tout le long de cette journée. Et donc, nous vous invitons à un petit cocktail qui va se passer juste à côté. Je pense qu'il est installé. Ouais. Ils sont en train d'installer. Bon, voilà. Donc, je vous invite à passer à côté et merci encore une fois.